Le pape hospitalisé, ce sont les séquelles de l'attentat. Le pourcentage d'abstention, c'est l'inconnu du deuxième tour des législatives. Un bateau anti-pirate au secours des réfugiés. La météo, le temps s'améliore. Madame, Monsieur, bonsoir. Le pape Jean-Paul II, à nouveau hospitalisé depuis cet après-midi à Rome, dans le même hôpital où il avait été soigné après l'attentat dont il a été victime il y a 1 mois et demi. On savait que Jean-Paul II devait être à nouveau opéré, mais il semble bien là que la décision ait été avancée en raison d'accès de fièvre répétés ces derniers jours. De Rome, notre correspondant Victor Van. Au cours de ces derniers jours, on a constaté des poussées de fièvre qui ont altéré le processus normal post-opératoire, qui ont rendu plus lente et moins satisfaisante la récupération des forces. Cela a incité les médecins à proposer d'effectuer des examens dans un milieu hospitalier. C'est pourquoi le Saint-Père a été de nouveau hospitalisé. Voilà le contenu du communiqué du Vatican. Les dernières nouvelles que nous avons eues de la santé du pape il y a quelques jours n'étaient pas rassurantes du tout. On nous a expliqué tout d'abord que l'intervention chirurgicale destinée à normaliser les fonctions intestinales n'aurait pas lieu au mois de juin, mais au mois de juillet. Cela voulait dire que dans l'état actuel des choses, Jean-Paul II n'était pas en mesure de supporter une nouvelle opération. Cela voulait dire peut-être qu'il y avait eu des complications. Un grand hebdomadaire catholique, Familia Christiane, a écrit il y a quelques jours qu'il s'agissait de complications pulmonaires. Et c'est peut-être à cause de ces complications pulmonaires que le pape Jean-Paul II a dû retourner ce soir à l'hôpital Gemelli. Ce qui est sûr, c'est que le pape est très affaibli. C'est au point que ses médecins lui interdisaient ces derniers jours de se promener trop souvent ou de recevoir trop fréquemment ses collaborateurs du Vatican. Pour avoir une idée plus juste de la situation, il faut peut-être rappeler qu'il y a 15 jours, le pape Jean-Paul II a quitté l'hôpital Gemelli contre l'avis de ses médecins. Et c'est aussi contre l'avis de ses médecins qu'il s'était adressé à la foule rassemblée place Saint-Pierre le jour de la Pentecôte. Disons que Jean-Paul II a été victime de son trop-plein de vitalité, de son désir de reprendre son poste au Vatican malgré son état de santé. La situation évolue très rapidement en Iran, où la discussion au Parlement sur l'incompétence politique du président Bani Sadr doit reprendre demain matin. Cette réunion, dont le verdict ne fait aucun doute, s'accompagne de violents affrontements dans les rues de Téhéran qui ont fait aujourd'hui une quinzaine de morts selon les dernières dépêches. Nous allons y revenir tout de suite, mais avant on peut dire, Jacques Abouchard, que le Parlement qui est réuni actuellement ressemble plutôt à un véritable tribunal. Oui, on peut parler de haute cour, effectivement, et une haute cour qui jugerait par contumace, puisque, comme vous le savez, le président Bani Sadr a actuellement disparu, on ne sait pas où il est, en tout cas il ne s'est pas présenté devant le Parlement. Alors, cette haute cour a accusé M. Bani Sadr de tous les maux dont souffre l'Iran depuis son élection en janvier 80. Alors, première série d'accusations, M. Bani Sadr est responsable de la situation économique catastrophique. Il est vrai qu'en Iran, il y a actuellement 2/3 de la main-d'œuvre active qui est au chômage, mais M. Bani Sadr n'est pas directement responsable. Il y a un ensemble de faits. Deuxième accusation, M. Bani Sadr est responsable de l'état d'impréparation de l'armée iranienne au moment de l'ouverture des hostilités contre l'Irak en septembre dernier. En fait, cette armée avait été terriblement affaiblie par une série d'épurations dont Bani Sadr n'était pas responsable, et aussi par une absence de matériel, puisque tout son matériel était américain et que les Américains ne livraient plus de matériel militaire à l'Iran. Troisième série d'accusations, on dit à M. Bani Sadr, vous avez détourné des fonds publics, et on précise même, vous les avez détournés vers la France par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Téhéran. C'est une accusation non fondée. Bien, alors d'autre part, comment peuvent dégénérer ces incidents dont on a parlé aujourd'hui, plus que des incidents d'ailleurs, des véritables émeutes qui ont fait une quinzaine de morts. Et c'est un bilan provisoire, malheureusement. Alors, vous savez, se sont affrontés les gens qu'on appelle les pasdarans, sont les milices révolutionnaires qui sont fidèles à Khomeini, et puis des gens qu'on appelle les moudjahidines, ce sont des forces de gauche qui sont favorables à Bani Sadr. Et pour la première fois, on a entendu des tirs nourris dans tout Téhéran, et effectivement, il y a eu 15 morts. Alors, malheureusement, il est à prévoir que ces affrontements vont s'aggraver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et l'ancien Premier ministre, M. Chapour Bakhtiar, qui vit en exil à Paris, qui a été le dernier Premier ministre du Shah, lui parle du risque d'une effusion de sang, d'un véritable bain de sang en Iran. Alors, deuxième
série de réactions dans l'armée. Pour la première fois, on distribue des tracts anti-Khomeini, notamment dans les casernes de l'armée de l'air. Or, il faut savoir que c'est l'armée de l'air qui avait chassé, qui avait contribué à provoquer les soulèvements de l'armée contre le Shah et qui avait provoqué donc la destitution du Shah. Et donc qui aujourd'hui pourrait réagir dans un autre sens. 10 morts, 54 blessés. Là, c'est le dernier bilan d'incidents confessionnels qui ont eu lieu au Caire entre musulmans et chrétiens coptes. Plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées, dont beaucoup étaient armés. L'actualité change chaque jour et nous fait parfois oublier les drames qui, la veille encore, faisaient la une de cette actualité. Exemple, les réfugiés du sud-est asiatique et la guerre du Salvador. D'abord, le sud-est asiatique. On avait un peu oublié ces réfugiés qui s'entassent sur des embarcations de fortune que l'on a appelées les boat people et qui fuient le régime communiste du Vietnam. Et pourtant, l'exode continue et dans des conditions terribles. En avril, 10 000 réfugiés sont arrivés en Thaïlande. En mai, 15 000. Et l'on estime qu'un réfugié sur 3 environ seulement parvient à destination, car il s'est organisé une véritable piraterie. Des pirates qui pillent, rançonnent, violent et tuent ces réfugiés. Et pour lutter contre ces nouveaux pirates de la mer de Chine, plusieurs personnalités internationales se sont réunies à Genève pour essayer de mettre sur pied une nouvelle opération du type de celle montée l'année dernière pour venir en aide aux blessés grâce à un bateau hôpital, l'île de Lumière. Cette fois-ci, il s'agit d'affréter un véritable navire anti-pirate. Jacques Abouchard était notre envoyé spécial à cette réunion de Genève. Ces images de Vietnamiens en perdition dans la mer de Chine ont déjà 2 ans. Elles sont pourtant de nouveau d'une cruelle actualité. La différence est qu'il n'y a plus de navires français, plus d'îles de lumière pour les recueillir à bord. Ils sont traqués par une meute de bateaux pirates thaïlandais qui se livrent à un véritable massacre. 25 000 Vietnamiens ont fui leur pays sur des embarcations de fortune au cours des 2 derniers mois. 93% d'entre eux ont été attaqués, dépouillés, torturés en haute mer, selon le département d'État américain. Ces fugitifs vietnamiens sont traités comme un gibier bon à chasser en toute impunité, dans l'indifférence générale. Madame Tran a vécu le cauchemar de la mer de Chine. Elle était dans un bateau de 80 personnes qui a dérivé pendant 10 jours, puis a été interceptée par les fameux pirates thaïs. Les pirates ont emmené son bateau dans une île à 70 km au large de la Thaïlande. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette île? Qu'est-ce que vous avez vécu exactement? J'étais 20 jours, j'étais vécu 20 jours à Accra. Les pirates, ils ont choisi cette île comme repère pour mettre leur proie. Et sur l'île, ils ont menacé les hommes, tué les enfants, violé les femmes. Vous avez été violé vous-même? Non, j'étais cachée pour la première fois, mais dans le buisson avec les autres filles, ils mettent de l'essence pour mettre le feu, pour nous faire sortir. C'est celle que le comité... Un petit groupe d'hommes et de femmes, des universitaires, des médecins, des comédiens comme Yves Montand, indignés par le sort des fugitifs vietnamiens, viennent de lancer une idée à la fois folle et généreuse. Affréter un bateau anti-pirate en mer de Chine, un navire sentinelle qui dissuaderait en s'interposant les tueurs et les violeurs de la mer. Ils veulent aboutir très vite et pour cela il leur faut de nombreux concours et surtout de l'argent. Pour nous en tout cas, et en ce qui me concerne personnellement, c'est d'essayer de venir en aide de ces enfants qui ne sont pas responsables, de ces petites filles de 8-10 ans qui sont torturées, violées, massacrées à coups de marteau d'une façon abominable et sur lequel, bon, on ne fait rien parce qu'on pense avoir fait quelque chose puisqu'on a fait quelque chose pour les boat people. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Sauver les gens. Oui, c'est simplement sauver les gens avec tout le côté dérisoire que ça peut avoir, et le côté même parisianiste que ça peut avoir, et même le côté, je comprends très bien, cet exhibitionnisme du cœur que ça risque de prendre. Je ne suis pas dupe, nous ne sommes pas dupes, mais il faut faire quelque chose. Ne rien faire du tout, c'est pire. Votre bateau aura un caractère international? Ben oui, je pense, j'espère bien, oui. Vous savez, ça va s'en... Nations Unies? Oui, ce que nous voudrions faire, en quelque chose, c'est très bien que vous en parliez là, c'est de faire les casques bleus en mer de Chine. Bien, et je vais vous donner le numéro de compte chèque postal de cette association qui s'est formée, Médecins du Monde contre la piraterie, 17 rue du Fer à Moulins, 75 005 Paris. Je vous laisse le temps de prendre le CCP 11 669 074.
L'autre drame oublié, c'est le Salvador. Il y a 4 mois, une équipe d'Antenne 2 dirigée par Bernard Benjamin et Jean Ray rentrait de ce pays avec un document bouleversant. Aussitôt après, Bernard Kouchner, l'animateur de Médecins du Monde, décidait de lancer l'opération Un avion pour le Salvador, faisant appel aux dons des organisations humanitaires et plus généralement des Français. Cette opération est sur le point de se réaliser aujourd'hui, comme nous le dit Bernard Kouchner, interrogé par Bernard Benjamin. D'abord, il faut remercier tous les gens qui nous ont adressé des dons, les organisations que je ne peux pas citer, elles me pardonneront, et aussi des personnes privées, des petits chèques par centaines et par milliers. Et très vite, nous avons eu suffisamment d'argent pour affréter cet avion. Nous avons suffisamment d'argent pour la cargaison, pour l'équipe médicale, qui est d'ailleurs bénévole. Tout était prêt et il n'y avait pas de réponse du Salvador, et cet avion, prêt à partir, était bloqué depuis 4 mois. Et je peux vous annoncer que, enfin, maintenant, surmontant tous les obstacles, l'avion partira le 26 juin et atterrira à San Salvador le 26 juin également, avec 40 tonnes de matériel médical, de médicaments, de fournitures diverses et une équipe médicale. Ça va se passer comment sur le terrain lorsque l'avion va atterrir? Il y aura certainement des surprises, mais théoriquement, la cargaison est répartie pour l'organisation des églises, pour la Croix-Rouge internationale et pour les hôpitaux civils salvadoriens. Il est évident que cette cargaison est destinée aux réfugiés salvadoriens, et on vient de voir aujourd'hui que 300 000 d'entre eux, nouveaux réfugiés, on les appelle personnes déplacées au Salvador, se trouvent dans la campagne, et que naturellement ce sont les premières qui vont bénéficier de cette aide. Le Salvador, on n'en parlait plus depuis 3 ou 4 mois, c'était une guerre oubliée encore, et j'espère qu'à cette occasion on pourra témoigner par notre solidarité, par notre fraternité vis-à-vis de ce peuple qui souffre, que nous ne l'avons pas oublié. On sait que le mois dernier, il y a eu encore 2000 assassinats et que des réfugiés, 300 000 aujourd'hui, 500 000 demain, on ne sait pas très bien où on va. Oui, je vous annonce déjà qu'un journal d'Antenne 2 sera réalisé au Salvador à l'occasion de l'arrivée de cet avion le 6 juillet prochain. En bref, un policier d'Irlande du Nord tué dans une rue d'une ville du sud de l'Irlande du Nord cet après-midi. C'est le 12e policier nord-irlandais tué depuis le début de l'année. Sans doute d'ailleurs par des commandos de l'IRA provisoire qui n'a pas encore revendiqué cet attentat. Tir d'obus cet après-midi à Beyrouth, obus syrien sur le quartier chrétien. La situation est d'ailleurs tendue dans tout le Liban, notamment dans le sud, où 2 casques bleus fidjiens ont été tués par des groupes palestiniens. L'industrie de l'armement et son avenir ont été l'un des thèmes de la campagne pour les élections législatives en France. À ce titre, 2 informations qui seront sans doute commentées. L'Arsenal de Lorient a annoncé officiellement aujourd'hui qu'un équipage argentin allait prendre livraison d'un aviso, navire construit par l'Arsenal de Lorient, dont la livraison avait été suspendue par le cabinet de l'ancien Premier ministre Raymond Barre. Pas de commentaire au ministère de la Défense. Et puis, de bonnes sources, cette fois-ci à Cherbourg, on apprend que les 3 dernières vedettes iraniennes sur les 12 commandées par l'ex-Shah d'Iran quitteront prochainement l'arsenal de Cherbourg. Les équipages sont déjà sur place. Même chose pour 10 vedettes commandées par la Libye. Là non plus, pas de commentaire du côté du ministère de la Défense. C'est la veille du jour J. Demain, second tour des élections législatives. Toute cette semaine, la cible de l'opposition et de la majorité a été la même. Les presque 30% d'abstentionnistes du premier tour. Mais d'abord, les chiffres de ce second tour, Paul. Eh bien, il reste 335 cases à remplir, si j'ose dire, autrement dit 335 sièges à pourvoir. 156 députés ont été en effet élus dès le premier tour, dont 50 RPR, 43 UDF, 48 socialistes, un radical de gauche et 7 communistes. Un résultat d'ailleurs très médiocre pour le Parti communiste qui a été pratiquement laminé dès le premier tour. La plupart des dirigeants du Parti communiste, à l'exception de Georges Marchais, d'André Lajoigny ou de Guy Ducolonnet, ont été éliminés dès le premier tour. C'est le cas de Pierre Juquin, de Roland Leroy, de Paul Laurent ou de Charles Fitterman. Un chiffre d'ailleurs illustre l'ampleur de leur défaite. Les communistes ne seront présents demain que dans 37 circonscriptions, 37 sur 320, et joueront souvent le rôle d'arbitre au même titre que les abstentionnistes. Alors justement, ces 30% d'abstentionnistes ont été donc la cible cette semaine à la fois de l'opposition et de la nouvelle majorité. Effectivement, et on comprend l'intérêt que les 4 partis leur portent. 10 800 000 Français n'ont pas voté dimanche dernier. Un électeur sur 3, c'est énorme. C'est un record depuis 1962. Une seule comparaison, si vous voulez, avec les élections de 73 et de 78. 5 millions de Français n'avaient pas voté en 73 et en 78. 5 millions, autrement dit 2 fois moins. Les partis espèrent donc que ces abstentionnistes du premier tour se déplaceront demain. Le résultat dépendra en effet de leur comportement.
mais il dépendra aussi du report des voix. Les téléspectateurs d'Antenne 2 se souviennent sans doute des projections faites par C2I ou Noël Bull. Un seul exemple, les 261 candidats socialistes qui affronteront demain en duel un RPR ou un UDF devront leur victoire ou leur défaite au bon ou au mauvais report des voix communistes, et c'est bien sûr le cas également pour les candidats des 3 autres partis qui comptent bien sûr sur le soutien de leurs alliés respectifs. Ils savent que dans la plupart des circonscriptions, tout se jouera à quelques centaines ou à quelques dizaines de voix près, plus précisément dans 170 circonscriptions qui seront les points chauds du deuxième tour et que nous suivrons attentivement. Justement, les résultats de ces élections, vous pourrez bien sûr les suivre demain soir sur Antenne 2. Toute la rédaction s'est mobilisée pour vous donner dès 20 h les résultats complets de ce scrutin. Demain soir, priorité aux résultats. Dès 20 h, les premières estimations mises au point par C2I et Noël Bull sur la composition de la nouvelle Assemblée vous seront données par Jean-Pierre Elkabbach et Patrick Poivre d'Arvor. Il reste encore 335 sièges à pourvoir. Pour cette soirée du deuxième tour des législatives, les journalistes et les techniciens d'Antenne 2 vous donnent rendez-vous à 19 h 54. Résultats, analyses, commentaires, tout au long de la soirée, les 120 journalistes de la rédaction seront mobilisés pour vous fournir l'information la plus complète. 7 envoyés spéciaux seront en direct des grandes villes de province, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Dijon, Lyon et Rennes, et également des rédactions de 3 quotidiens régionaux, Le Provençal, Sud-Ouest et Les Dernières Nouvelles. À Paris, le studio sera relié aux permanences des grands partis politiques, au ministère de l'Intérieur, à l'hôtel Matignon et à l'hôtel de Ville. Sur le plateau, Noël Copin et René Raymond seront là pour les analyses politiques des résultats. Paul Amar et Claude Sérillon illustreront les duels politiques grâce aux cartes et aux graphiques de la machine à va. Noël Mamère vous proposera dès les premiers résultats une esquisse de la nouvelle carte électorale française. 3 éditorialistes, Jean Daniel du Nouvel Observateur, Jean-François Kahn des Nouvelles Littéraires et Jean-Pierre Sérigny du Nouvel Économiste commenteront les résultats. Des invités et des personnalités politiques interviendront également à tout moment sur le plateau. Enfin, un grand débat sera organisé à 22 h 15. Oui, ces estimations de résultats presque diaboliques, si vous me passez l'expression, dans leur précision, à quelques centièmes près, nous les devons à C2I Noël Bull qui travaille avec nous pour ces élections. Laurent Broumed nous explique maintenant comment travaillent ces spécialistes qui, dès la fermeture du dernier bureau pratiquement, nous livrent les résultats définitifs du scrutin. Le 14 mai, pour la 3e fois en 2 mois, vous connaissiez le résultat des élections des 20 h grâce aux ordinateurs de C2I et Noël Bull, grâce aussi aux 100 ingénieurs et techniciens et aux centaines de correspondants répartis sur le territoire français pour recueillir des votes réels. La technique consiste à comparer le présent au passé de chacun des bureaux de vote choisis. Pour le second tour, les politologues ont classé ces bureaux en 8 catégories, selon le parti du député sortant et selon la nature du duel. 15,5 pour 15,5 pour Marché. Ensuite, 37. Bon, là, ce que vous recevez maintenant, c'est sur 22 bureaux. Hein. Dimanche dernier, le résultat était presque acquis, mais conservé secret à 18 h 45, précis et certain à 20 h. Il reste à réussir la même performance demain. À 20 h, on annoncera la chambre élue et les sièges par grande formation politique. L'estimation là est un petit peu plus difficile qu'au premier tour puisqu'il s'agit évidemment de donner des sièges et pas seulement les voix des partis politiques. On va donc faire un certain nombre d'hypothèses de transfert du premier au second tour et en fonction des résultats qui nous arriveront au second tour, nous choisirons la meilleure hypothèse de transfert des voix entre le premier et le second tour pour essayer d'avoir une chambre exacte. Quelle est la précision du résultat que vous donnerez ? J'espère par grande formation politique être à 3-4 sièges près. En fait, tout le monde considère aujourd'hui ces estimations comme infaillibles. Et pourtant, ce ne sont toujours que des estimations. Comment éviter qu'elles prennent un caractère trop officiel? Décidément, l'ordinateur n'a plus le droit de se tromper et la France entière attend le verdict électronique. Les déclarations se succèdent à propos de l'information dans l'audiovisuel et surtout à la télévision. Je ne vous rappellerai pas les différentes prises de position et déclarations rapportées dans les précédentes éditions du journal. Une dernière ce soir, M. Pierre Mauroy à propos de la télévision régionale. Dans une interview à FR3 Champagne-Ardenne pour le Premier ministre, la télévision régionale devrait être une des grandes expressions de la décentralisation et de la régionalisation que le gouvernement veut instaurer. M. Mauroy souhaite qu'un comité régional de l'audiovisuel exerce dans chaque région une responsabilité totale sans aucune intervention des instances régionales, politiques ou préfectorales.
Tout cela, a-t-il déclaré, et je le cite, c'est terminé, c'était le Moyen-Âge. Plus de 10 millions de francs de dégâts. C'est le premier bilan de l'incendie d'une rizerie dans les Bouches-du-Rhône, près de Saint-Port-Saint-Louis-du-Rhône. Un hangar de 2800 mètres carrés a été ravagé par les flammes. 18 silos ont été également détruits. On ignore encore les raisons de cet incendie qui a amené sur place 7 casernes de sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Il y a un tiercé demain à Auteuil. Les pronostics, Pierre Bresse. Oui, c'est une très belle réunion que nous offre l'hippodrome d'Auteuil demain après-midi avec 3 magnifiques courses. Le Grand Steeplechase de Paris, la Grande Course de Haie des 4 ans et la Grande Course de Haie d'Auteuil, qui réunissent toutes les grandes vedettes sur les obstacles. Alors c'est dans la Grande Course de Haie d'Auteuil que se jouera le tiercé. Avec le forfait de Laurel Boy, le numéro 11, 14 chevaux prendront le départ des 5100 mètres de cette épreuve très difficile qui comporte 16 obstacles à sauter. Jacques Hubert Barbe, l'un des plus grands entraîneurs d'obstacles, possède 2 très bonnes chances de l'emporter avec Teofilo Otoni et Paiute. Ces 2 chevaux qui sont très bien actuellement, qui ont effectué tous les 2 une très bonne rentrée dans le prix La Barca, puisque Teofilo a gagné très facilement. Et Paiute, qui n'avait pas couru depuis la grande course de Haie l'année dernière, a demandé à souffler dans le dernier tournant. Son jockey l'a repris sagement. Il est revenu de nouveau bien finir et il a disputé la seconde place. Parfait. Mais dans cette grande course de Haie, est-ce que vous ne pensez pas que Teofilo, qui vient justement de gagner, pourrait devancer Paiute? Teofilo Otoni est un cheval qui est très saisonnier, qui a surtout besoin d'un terrain très léger, voire très sec. Donc ça lui convient. Et il n'aura absolument aucune chance si jamais la piste est collante, voire souple. C'est la condition essentielle pour Teofilo Otoni. Paiute, c'est un cheval qui tient bien à distance, qui saute très bien, qui a déjà gagné 2 fois cette course-là. J'aurais quand même une petite préférence pour Paiute. Depuis plusieurs années, Paiute nous offre un très beau spectacle à chacune de ses courses. Sans hésiter, j'en fais mon favori. Son principal adversaire sera Cachenil, un beau cheval, bébrun, véritable champion sur les obstacles, quand le terrain est lourd, bien sûr. Teofilo Otoni reste sur une victoire prometteuse en ce qui concerne ses chances pour demain. Bison Futé devrait participer à l'arrivée. 8 et M. Dagobert sont 2 outsiders en très grande forme en ce moment. Tous ces chevaux porteront les numéros 7, 9, 1, 10, 2, 13 et 8. Voilà, et d'autres pur sang maintenant, ceux qui participent à la Transat à travers l'Atlantique. Le premier n'est plus qu'à 200 km environ de l'arrivée à Newport. Il s'agit du bateau de Charles Bliss devant Marc Pajot et Éric Loiseau, 2 Français. Grand Prix automobile d'Espagne, aux tout derniers essais, Jacques Lafitte sur sa Talbot Ligier est repassé tout juste devant les Williams. Commentaire de Dominique Leglou. 1 minute 13 secondes 75 centièmes pour Jacques Lafitte sur les 3 km 404 du parcours. C'est effectivement le meilleur temps de cette 2e et dernière séance d'essai. Le pilote français se place donc en première ligne sur la grille de départ. 2e en Belgique, 3e à Monaco. Lafitte a de sérieuses chances de conduire demain sa voiture à la première place. À 38 ans, il participe à son 100e Grand Prix. Pour fêter cet anniversaire, il rêve d'une 5e victoire. Le circuit lui convient bien et sur sa Talbot Ligier, il devrait donc lutter à armes égales avec les Williams de Jones et Rothman. Alain Prost sur Renault, 5e temps essai, partira en 3e ligne. C'est un motif de satisfaction pour Renault après l'échec subi à Monaco. Arnoux, quant à lui, est seulement 17e. Mais les prochains circuits rapides de Dijon, Silverstone, Hockenheim devraient favoriser Renault et ses moteurs turbo. Ce soir au Palais des Sports à Paris, fête de la musique proposée par Mikis Theodorakis qui présente un ensemble de poèmes de Pablo Neruda mis en musique pour chœur et orchestre. Theodorakis est en tournée à travers toute l'Europe. Le voici filmé lors de son spectacle à la citadelle de Mayence. Le compositeur grec Mikis Theodorakis a repris son bâton de pèlerin. Dans sa besace, un oratorio gigantesque sur des textes de Pablo Neruda. Le Canto Général est une œuvre commandée par le président Allende qui n'a été achevée que cet hiver à Paris. Theodorakis est l'exemple du musicien capable d'attirer les foules en présentant des poètes d'un très haut niveau sur des musiques populaires à la fois nobles, simples et attachantes. Theodorakis est aussi, à sa manière, un musicien combattant dont chaque note est un appel à la fraternité, à la liberté, au respect des droits de l'homme. Mais il sait exprimer tout cela sans dogmatisme, avec un sens de la chaleur et de la vie qu'il doit sans doute, au-delà de son talent, à ses origines méditerranéennes. Dans cette œuvre-là, Neruda, il parle de la jeunesse, si vous voulez, de son
son pays, n'est-ce pas, l'Amérique latine, la jeunesse de la nature, la jeunesse des oiseaux, des bêtes et tout, n'est-ce pas, mais après, c'est l'homme qui vient. Et l'homme, c'est la lutte pour la liberté, c'est en même temps la trahison, mais en même temps c'est la lutte pour la liberté, les grands idéaux, tout cela. Donc c'est un hymne à la liberté, n'est-ce pas, la lutte pour la liberté. Et j'ai décidé alors de recommencer les tournées que j'ai interrompues pendant 3 ou 4 ans, pour donner cette œuvre-là à la jeunesse européenne, qui, à mon avis, est victime, n'est-ce pas, de la commercialisation de l'art léger. Moi, je pense à l'unité de l'art. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un art aux dimensions de l'âme populaire, n'est-ce pas? Avant la météo, une dernière information qui nous vient d'Espagne, où l'on vient de libérer le plus célèbre prisonnier espagnol. Je ne veux pas me tromper, je vais vous donner les chiffres. Après 18 ans de détention, il lui restait encore 1022 années de prison à purger pour divers délits, vol à main armée, falsification de documents, etc., etc. Le prisonnier a été libéré en raison de sa conduite irréprochable. Et de ce qu'on attend de vous, Alain Gillot-Pétré, c'était une météo irréprochable pour la première journée de l'été demain. J'espère que je ne vais pas me tromper. En tout cas, aujourd'hui, c'était le jour du soleil sur Antenne 2. Ça ne se voyait peut-être pas en haut, mais c'était le jour du soleil sur Antenne 2. Et je vous parle souvent d'ensoleillement déficitaire ou excédentaire, plus souvent déficitaire qu'excédentaire en ce moment. Et on se demande souvent comment est-ce que la météo fait pour enregistrer l'ensoleillement, combien de temps il fait de soleil chaque jour. Eh bien, voilà, c'est avec des héliographes qui sont derrière moi, des appareils un petit peu... Si vous m'effacez, M. Lambert, on verra mieux ceux qui sont derrière moi, les deux autres, car le premier est à loupe, les deux deuxièmes sont un peu plus sophistiqués, sont un peu plus électroniques. Un héliographe, prenons le premier, c'est l'héliographe Campbell. Ça marche tout à fait simplement. On peut revenir maintenant? Si je peux revenir, ce serait très bien. Voilà. Ça marche comme l'héliographe. Ça marche avec du carton. Vous avez une loupe qui focalise les rayons du soleil, et comme vous le constatez ici, quand vous mettez une loupe entre le soleil et un bout de carton, qu'est-ce qui se passe? Le carton brûle. Ici, c'est brûlé, le soleil a brillé. Ici, ça n'est pas brûlé, le soleil n'a pas brillé. Comme c'est gradué, à la fin de la journée, vous comptabilisez le nombre d'heures où le soleil a brillé, et vous avez ainsi votre statistique. Espérons que demain, ce carton, cet héliographe Campbell, sera carbonisé. En tout cas, je pense qu'il y aura une légère amélioration l'après-midi. Le matin de la brume et l'après-midi, un peu plus de soleil. Heureusement, car les températures relevées à 14 heures étaient toujours extrêmement fraîches pour la saison, comme vous le constatez sur tout le pays. Alors je vais passer vite là-dessus pour aller tout de suite à la prévision de demain. Sur notre carte, vous le constatez, beaucoup de nuages sur le nord des Alpes. Ils vont partir dans la journée. Ailleurs, des brumes le matin et puis l'après-midi, de belles éclaircies, surtout près de la Méditerranée, bien entendu. Température légèrement en hausse. D'abord le nord et l'est du pays. Elles vont s'inscrire sur votre écran. Saint-Quentin, Cherbourg, Paris, Langres, Metz, Nantes et Tours. Frais le matin, toujours frais l'après-midi, mais tout de même un léger mieux. Au centre et au sud de la France, maintenant, Bourges, Cognac, Lyon, Agen, Biarritz, Nîmes et Marseille. Évidemment, un petit peu plus doux, mais toujours en dessous des normales saisonnières. Enfin, notre éphéméride pour demain, dimanche 21 juin, les heures de lever et de coucher de soleil. Toujours 16 heures et 7 minutes de soleil par jour jusqu'au 23 juin. C'est les jours les plus longs. C'est l'été, mais il faut le dire vite. Enfin, Louis de Gonzague sera demain le patron de tous les étudiants, car c'est le patron des étudiants. Donc, si vous passez votre bac, c'est à lui qu'il faut vous adresser. Voilà, avant de nous quitter, je voudrais que l'on nous repasse l'adresse exacte de Médecins du Monde contre la piraterie que nous avons diffusée tout à l'heure. Il y a eu une petite erreur dans les chiffres que je vous ai donnés. Médecins du Monde contre la piraterie, 17 rue du Fer à Moulin, ça je l'avais bien dit, 75 005 Paris.
Je m'étais trompé dans le CCP. 11 669 07 H et non 74, comme je l'avais dit par erreur et comme c'était inscrit par erreur sur le papier que l'on m'avait donné. 7 H à la fin et non 74. Donc. Voilà, ce journal est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne 2. Le dernier journal vous sera présenté en fin de programme par Hervé Claude. Bonsoir, à demain.